Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, les aspects de la coopération économique entre le Maroc et Israël. Et le contexte s'y prête, puisque dimanche 13 mars, il y a eu l'inauguration du premier vol direct Royal Air Maroc qui relie Casablanca à Tel Aviv, avec à bord une délégation marocaine constituée entre autres d'opérateurs économiques et d'autres personnalités, notamment du monde de la culture. Cette nouvelle liaison aérienne va non seulement permettre aux touristes, mais aussi aux femmes et hommes d'affaires de se rendre au Maroc et vice-versa. Dans la foulée, la compagnie marocaine a signé avec son homologue israélienne un accord de partage de codes. D'autres annonces sont également d'actualité. La ville marocaine d'Eit Melloul accueillera le premier symposium Maroc-Israël sur l'eau, l'agriculture et la pisciculture. Et là encore, c'est de circonstances, avec bien sûr le contexte de sécheresse que connaît le royaume. Et dans les énergies renouvelables, cette fois, un méga deal a été scellé entre le Marocain Gaia Energy Maroc et l'Israélien Gandir, avec à la clé le développement de projets privés dans 4 domaines, à savoir l'autoproduction d'électricité, l'agrivoltaïsme, l'hydrogène vert et l'export d'électricité verte. Et encore une fois, c'est de circonstances compte tenu de la conjoncture mondiale et notamment de la guerre en Ukraine. Et on citera enfin le prochain forum Maroc-Israël Business and Innovation qui se tiendra à Casablanca. Ce sera en mai prochain. Cet événement réunira bien sûr des entreprises, donc le secteur privé, mais aussi des représentants du secteur public. J'accueille ce soir sur le plateau de questions d'actu Jamal Belharoche. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie Maroc-Israël, mais également PDG de Deo Conseil. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Et j'ai également le plaisir d'accueillir cette fois par Zoom, depuis Casablanca, Mondir Zneber, président de Gaia Energy Maroc. Bonsoir Mondir Zneber, merci à vous de vous joindre à nous. Bonjour et bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous ici. Alors messieurs, donc première liaison directe de la Royal Air Maroc, c'était dimanche dernier. Que représente cela pour le secteur d'abord touristique? Parlons tourisme, c'est une industrie en soi, c'est une industrie qui a beaucoup pâti de la pandémie. Comment cela va ouvrir d'autres horizons pour les opérateurs touristiques marocains? Jamal Belharoche. Écoutez, ce voyage inaugural augure justement d'une dynamique touristique incroyable, puisque je pense qu'on attend à peu près 500 000 touristes à minima. Donc nos amis israéliens, c'est à minima 500 000 visiteurs qu'on aura par an au Maroc, et je pense que ça ira au-delà. J'ai eu le plaisir avec la délégation de la Chambre d'être à Jérusalem et à Tel Aviv la semaine dernière, et je peux vous dire que l'engouement des Israéliens pour le Maroc est juste incroyable, avec cette identité marocaine qu'ils ont et qu'ils revendiquent, et aujourd'hui ils ont forte envie de venir découvrir le Maroc de leur enfance, de leurs parents, etc. Donc pour la partie touristique, c'est juste incroyable ce qui va se passer, mais aussi sur la partie économique, on a visité des entreprises avec lesquelles je pense qu'il y aura beaucoup de relations qui vont être nouées avec les opérateurs marocains. Donc cette ouverture, en tout cas le fait qu'il y ait ce vol inaugural, après Israël et après El Al, maintenant la RAM, ça va donc donner un certain nombre de places d'avion qui vont permettre aux gens de venir visiter notre pays. Justement, toujours dans le même sens, Mondir Zneber, un voyage inaugural et aussi des rencontres économiques. Jamal Belharoche vient d'évoquer le fait qu'il y ait des rapprochements entre des groupes israéliens et marocains. Je le citais dans mon introduction, l'exemple parlant, c'est celui de Gaia Energy. Avant de parler justement de ce deal, comment, selon vous, les affaires pourraient mieux marcher avec plus de connexions, d'abord aérienne, et comment cette diplomatie finalement, comme on l'a appelé chez certains confrères de la presse marocaine, une réelle diplomatie aérienne peut booster la coopération économique? Écoutez, je pense qu'il faut souligner tout d'abord qu'une grande partie de la population israélienne se revendique d'origine marocaine. Et il y a un désir profond de recréer des liens d'une façon générale, et aussi bien sûr de nature économique, car c'est quand même un peuple de commerçants, c'est un peuple qui a su réussir dans le monde des affaires, dans le monde des technologies. On peut souligner aussi que Israël est quand même un exemple en termes de recherche et développement. C'est, je pense, le pays au monde qui a dans sa part de PIB le plus grand budget de recherche et développement. D'ailleurs, toute l'économie israélienne repose sur la recherche et l'innovation. Oui. C'est comme ça. D'ailleurs, ils ont en termes, si on parle de bourse, c'est une des bourses au monde qui reconnaît le plus l'innovation et la technologie. Quand vous êtes une start-up en Israël et que vous avez une bonne idée,
ben, c'est très facile de lever des fonds, le marché vous fait confiance. Donc, je pense qu'on a énormément à apprendre, on a énormément à recevoir aussi de chez eux. Et il se trouve aussi que dans des secteurs clés, comme l'eau, l'énergie et l'agriculture, qui sont aujourd'hui, on va dire, primordiales, pas juste au Maroc, mais au niveau mondial, les Israéliens sont très, très en avance sur les économies d'eau, le stockage d'énergie, la distribution d'énergie, les modèles agricoles adaptés au climat désertique, car ça c'est quand même, je pense, un des grands enjeux du Maroc avec la sécheresse qui monte, les changements climatiques. Nous savons que le Maroc va souffrir de ce changement climatique au niveau des terres agricoles. Et Israël, depuis maintenant 30-40 ans, développe des technologies très avancées en termes d'agriculture pour avoir des semences résilientes au climat désertique et au climat sec. Donc, je pense que, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un pont très intéressant qui se crée. Et bien sûr, comme vous l'avez souligné, les liaisons aériennes vont juste faciliter en fait cet échange, ce brassage, et va encourager les entrepreneurs israéliens à venir faire du business au Maroc. Est-ce que Jamal Belharache, le premier symposium Maroc-Israël sur l'eau, l'agriculture et la pisciculture, d'ailleurs, ça doit se tenir incessamment sous peu. Parlons d'abord de ce premier symposium, le choix de la thématique et surtout de l'endroit où se tiendra ce symposium à Ait Melloul. Et bien évidemment, la région du Souss, c'est le grenier du Maroc, puisque c'est là que tout se passe en termes d'agriculture. Et ce symposium avait du sens pour nous dans la mesure où, parmi ce que disait à l'instant Moundir Zneber, c'est que nos amis israéliens sont tellement en avance sur ces technologies-là, notamment dans la gestion de la rareté de l'eau en particulier, un sujet qui est d'actualité pour nous avec cette sécheresse annoncée malheureusement pour nos agriculteurs et pour le pays. Il était évident que Ait Melloul, région du Souss, puisse héberger ce premier symposium sur l'agriculture et donc le partage d'expériences avec nos amis israéliens pour pouvoir aider et accompagner nos acteurs économiques dans l'agriculture au Maroc. Très bien, donc c'est à Ait Melloul, on parle d'eau, on parle d'agriculture, on parle de pisciculture. De quoi il s'agit? Quels sont les opérateurs qui seront représentés du côté bien sûr israélien, mais aussi du côté marocain? Alors du côté marocain, il y a les principaux faiseurs dans le secteur de l'agriculture qui vont être là dès ce soir et demain toute la journée. Et nous avons une dizaine d'entreprises israéliennes qui sont présentes aujourd'hui. Et à travers des B2B, des rencontres en one-to-one entre les opérateurs marocains et israéliens, il va y avoir des JV qui vont pouvoir se mettre en place. Donc ça, c'est un actif majeur pour ce premier symposium. Et la deuxième idée, c'est justement de faire émerger cette question du partenariat entre les savoir-faire des uns et des autres. Donc ce transfert, Moundir l'a très bien dit, on a beaucoup à apprendre d'eux aujourd'hui parce qu'ils sont très très en avance sur ces questions-là. Et en même temps, on a un partage d'expérience, nous Marocains, à donner, qui va pouvoir aussi leur servir. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il faut savoir que la vie est très très chère en Israël et qu'aujourd'hui, il va falloir produire là-bas. Et nous avons cette expérience de production, de transformation qui pourra être aussi utile pour nos amis israéliens. Nous allons y revenir dans d'autres secteurs, peut-être pas pour l'agriculture. Un mot là-dessus, sur l'agriculture, sur la gestion de l'eau, mais aussi sur la gestion de l'énergie. On parle beaucoup de transfert de technologie. Est-ce que c'est le cas dans les deux sens, Moundir Zneber? Et comment? Mais écoutez, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Jamel, il faut savoir quand même qu'en Israël, il y a un problème de territoire, c'est-à-dire qu'ils sont limités en termes d'espace. Donc effectivement, dès qu'on parle de grands projets, d'expansion, il y a une limite qui est tout simplement physique. Le gros avantage qu'on a au Maroc, c'est que nous avons encore des grands espaces à développer. Quand vous vous baladez un peu dans le Maroc, 80% du Maroc, c'est du désert au final. C'est des espaces ouverts, vides. Donc, au Maroc, on a un potentiel de développement qui est très, très large. D'où l'intérêt, en fait, aussi, parce que je discute avec eux depuis très longtemps, d'où l'intérêt des entrepreneurs israéliens dans ces domaines de venir prospecter le Maroc et de pouvoir, si vous voulez, investir ici. Maintenant, en fait, tout est lié quand on parle d'eau, d'agriculture, d'énergie. C'est une espèce de boucle vertueuse qui se tient. Si vous voulez, chaque secteur tient l'autre. Sans énergie, on ne peut pas entrevoir aujourd'hui de faire ni de l'agriculture, ni de travailler sur les solutions d'eau. Donc, notamment, par exemple, moi, je travaille personnellement sur les solutions de dessalement qui seraient, si vous voulez, alimentées en énergie à partir du renouvelable. Donc, on est dans un cercle vertueux où on pourrait assurer de l'eau
sur des périodes très longues, donc une période de 30-40 ans, à des prix stables pour des régions désertiques. Et donc, pour l'usine de Dakhla, l'usine de dessalement d'eau de mer de Dakhla, et qui rend plutôt le coût de production de cette eau plus compétitif qu'à travers des sources d'énergie classiques. Exact, au niveau du dessalement, tout à fait. Absolument. Il faut savoir qu'Israël, aujourd'hui, s'approvisionne majoritairement en eau par le dessalement, à travers tout le pays. Oui. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à développer. Il y a des solutions, malheureusement, comme l'a dit aussi Jamel, nous sommes dans l'urgence. Donc le Maroc doit réagir vite. Il y a eu quelques années de bonnes pluies qui ont un peu, on va dire, il y a eu une zone de confort qui s'est créée où on n'a pas été assez réactif, sachant qu'on savait très bien que la sécheresse était galopante et que les problèmes climatiques étaient là. Mais là, on a vraiment intérêt à réagir très vite. Très bien. On va revenir davantage à ce secteur des énergies renouvelables et notamment avec ce deal avec l'Israélien Gandir. Mais avant, Jamal Belharache, on parle aujourd'hui d'une chambre de commerce marocaine, donc Maroc-Israël, chambre de commerce. C'est quoi son rôle et surtout, quel est son plan d'action, compte tenu bien sûr de tous ces éléments de contexte que nous sommes en train de vivre? Écoutez, la chambre de commerce Maroc-Israël que nous avons créée il y a bientôt 1 an, puisque le 7 avril, ce sera la première année d'existence, elle a un rôle comme toutes les autres chambres de commerce aujourd'hui binationales, a vocation d'abord à créer des ponts entre les opérateurs économiques d'Israël et les opérateurs économiques du Maroc pour développer effectivement des activités économiques pour aider la croissance marocaine, mais aussi aider le développement économique israélien. Deuxième idée aussi, c'est qu'on a aussi une dimension culturelle qu'on doit développer, puisqu'encore une fois, les échanges économiques se font d'abord parce qu'il y a des relations entre des hommes et des femmes. Et croyez-moi, la semaine dernière, comme je vous le disais tout à l'heure, hors plateau, on a visité Israël et Jérusalem avec la délégation qui était présidée par Saïd Ben Ryan, et on a vraiment vu cette connexion entre les populations et les peuples. Il y a une envie, il y a une appétence, il y a un désir de Maroc aujourd'hui qui est fondamental et qui est fabuleux et qui va aider. Donc la chambre de commerce, elle va être au milieu entre cette population marocaine et israélienne, ces opérateurs économiques marocains et israéliens pour créer de la richesse. La richesse, elle est autour de projets, mais elle est aussi autour de la formation, autour de compétences, autour d'emplois. Il y a énormément d'opportunités en Israël pour des jeunes qui voudraient tenter l'aventure israélienne de la même manière de l'autre côté. Vous avez déjà commencé peut-être à identifier, peut-être que c'est trop tôt pour le dire, mais est-ce que déjà vous avez commencé à identifier certains besoins d'un côté comme de l'autre? Absolument. Comme je vous l'ai dit, notre voyage, ce n'était pas un voyage touristique. On a rencontré des entreprises, on a visité des entreprises industrielles et notamment on a déjà des idées sur des partenariats pour notre entreprise telle que Maghrib Steel, par exemple, aujourd'hui, qui fournit de l'acier. Eh ben, aujourd'hui, il y a des opérateurs israéliens qui ont besoin d'acier. Ça, c'est un. De deux, il y a d'autres opérateurs dans d'autres domaines aujourd'hui qui cherchent à avoir des sourceurs, des fournisseurs au Maroc. Donc, aussi bien dans les secteurs de l'industrie classique, dans le secteur du tourisme, on a des acteurs aujourd'hui qui cherchent à acheter des hôtels au Maroc aujourd'hui pour pouvoir accueillir les touristes israéliens demain qui ont besoin de structures qui soient cachères. Donc, il y a un investissement à faire, etc. Dans le secteur des services, il y a aussi des projets qui sont en cours. Donc, notre plan d'action aujourd'hui, c'est aller à la rencontre d'abord des acteurs économiques là-bas, connaître leurs besoins, faire venir ces besoins au Maroc, faire rencontrer. C'est pour ça que nous organisons un forum au mois de mai. C'est le premier forum, le Business Forum Maroc-Israël, où on va faire venir une centaine d'acteurs israéliens face à au moins 200 opérateurs marocains pour sortir avec des accords économiques et sociaux au mois de mai, le 17, 18, 19 mai à Marrakech. Donc vous voyez qu'on est dans le concret et même si on n'a que 1 an, on a déjà fait beaucoup. Alors, mais là, il y a la question aussi du rôle des États, c'est-à-dire comment faciliter justement ceci. Nous allons y revenir. Mais restons dans le doing business, si on peut l'appeler ainsi. Quelle est la spécificité, Monders Nebar, de faire du business avec des opérateurs israéliens? Ben écoutez, bon après, ce sont quand même des hommes d'affaires aguerris, donc on est sur du business international. Il n'y a pas... Je ne dirais pas qu'il y a une différence fondamentale entre Israël ou un autre pays, sauf qu'il y a, comme l'a dit Jamel, il y a une sorte de désir profond de faire quelque chose au Maroc. Donc, disons qu'il y a un facteur chaleureux, humain, qui est un peu plus prononcé. Mais sinon, ce sont des hommes d'affaires remarquables. Donc,
Voilà, c'est comme tout contrat international, c'est des négociations, c'est beaucoup d'expertise internationale, de cabinets d'avocats et tout ce qui va, Mhm. comme si vous travaillez avec n'importe quelle grosse boîte internationale. Hein. Est-ce qu'on est bien outillé du côté du secteur privé marocain pour aspirer à faire du business avec les homologues israéliens? Mais écoutez, moi je suis fier de notre secteur économique marocain. Nous avons tout ce qu'il faut. Hein. On va commencer par les banques. Nous avons des banques qui sont très performantes aujourd'hui, qui délivrent vraiment des financements et des contrats qui sont vraiment au niveau international. Nous avons des cabinets d'avocats de premier plan, et beaucoup, d'ailleurs ils sont nombreux ici à Casablanca, qui accompagnent les entreprises d'ailleurs à travers leur développement partout en Afrique, pas seulement au Maroc. Nous avons des conseillers financiers de premier rang aussi, donc je pense que le Maroc est très bien positionné et que la compétence du Maroc à faire du business international évolue de façon très très positive. C'est assez optimiste. Alors, parlons de concret. Le concret, c'est ce deal avec l'Israélien Gandir, entre Gaïa Énergie Maroc et Gandir. 4 domaines sur lesquels repose, n'est-ce pas, ce deal. 13 milliards de dirhams. Alors, parlez-nous davantage de ce deal. Qui est concerné? Quels sont les objectifs à terme? D'accord. Ben écoutez, je vais d'abord vous expliquer un peu le métier. Hein. Donc, Gaïa Energy est un développeur de projets renouvelables à grande échelle sur le continent africain. Donc, nous développons des projets dans une dizaine de pays, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Donc, cet investissement est pour Gaïa au niveau marocain. Donc, il concerne nos projets au Maroc. Je tiens à préciser que nous développons depuis 12 ans. Donc, nous avons un portefeuille de projets qui est en train de mûrir, auquel nous croyons. Hein. On a été très persévérants. On a gardé, si vous voulez, le cap, la vision stratégique qu'on avait sur le Maroc. Et comme vous l'avez souligné au début de l'émission, on voit bien aujourd'hui, avec les crises actuelles au niveau, que ce soit du changement climatique ou de la guerre en Ukraine, l'importance de l'enjeu énergétique et de la sécurité énergétique du pays. Et nous travaillons, si vous voulez, depuis tout ce temps-là, avec cette vision forte de développer ici au Maroc des grands projets d'infrastructures en termes d'énergie renouvelable pour répondre à tous ces enjeux. Et il se trouve qu'aujourd'hui, notre nouveau partenaire, Gandir, a grande foi en nos activités, en nos projets. Et nous avons conclu un partenariat, donc c'est un nouvel actionnaire dans Gaïa Énergie Maroc, qui va booster le développement de ces projets-là et aussi le financement de ces projets d'infrastructure une fois qu'ils seront en closing financier. Donc on parle de 4 domaines, l'autoproduction. Bon, déjà il y a cette nouvelle loi qui devrait faciliter un peu les choses. Parlez-nous à présent de l'agrivoltaïsme. Donc on comprend que c'est un mix entre agriculture et photovoltaïque. En fait, peut-être. C'est pas un très gros secteur, mais nous sommes en train de développer. En fait, c'est pouvoir utiliser des terres agricoles, si vous voulez, pour installer des modules photovoltaïques tout en gardant l'activité agricole au sein de la même zone. Avec des formes de toiture, d'ombrières, de serres où des cellules photovoltaïques seraient posées. Donc c'est vraiment un petit domaine, mais je pense que c'est un domaine qui a du futur. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de terrain pour le renouvelable. Vous savez, quand on parle de projets renouvelables de grande échelle, on parle de grandes surfaces. Hein. Pour vous donner un exemple, un projet de 100 MW photovoltaïque, on est sur un minimum de 200 hectares. Si on prend un projet de 100 MW éolien, on est sur un minimum de 1500 hectares où les éoliennes doivent se déployer. Donc, ce sont des surfaces assez grandes. Donc, combiner l'agriculture avec la production d'énergie va être un des enjeux majeurs dans le futur. Au Maroc, il y a un peu moins de stress parce que nous avons encore de l'espace, mais dans des pays comme la France ou l'Allemagne, c'est un sujet primordial parce que tout simplement, il n'y a plus d'espace pour mettre des panneaux solaires et des éoliennes. Et qu'en est-il de l'hydrogène vert? C'est une, aujourd'hui, technologie sur laquelle reposent beaucoup de projets marocains et notamment à cause, encore une fois, de tous les changements géopolitiques que l'on est en train de vivre. D'abord, où se positionne cette venture, ou en tout cas ce
rapprochement entre l'israélien Grandir et Gaïa Energy. Dans ce secteur de l'hydrogène vert, est-ce qu'il y a un transfert de technologie par rapport au développement de cette production d'hydrogène vert au Maroc? Alors, juste pour préciser, nous, en tant que Gaïa Energy, on développe donc un portefeuille de projets. Et parmi ces projets, vous avez des projets d'hydrogène vert, des projets de production privée d'électricité, des projets d'export, des projets d'autoproduction. Donc, ce sont comme des SPV qu'on a pour chaque projet. Et notre partenaire israélien, il rentre avec nous au niveau de la holding. Donc, il participe au développement et au financement de tous les projets. Quand on parle d'hydrogène vert aujourd'hui, il faut faire très attention parce que c'est pas vraiment de l'hydrogène vert qu'on va produire au final, c'est de l'ammonia vert. Parce que l'hydrogène vert n'est pas vraiment transportable. Il a une densité qui est, on va dire, très faible, donc presque impossible à transporter, à stocker. Donc l'idée, en fait, c'est d'utiliser du renouvelable, de l'électricité verte, qui va transformer de l'eau à travers des électrolyseurs en hydrogène vert. Et cet hydrogène vert-là, cette molécule d'H2 vert, va être transformée par un autre processus industriel en une espèce de gaz liquéfié qui est de l'ammonia vert qui pourra être transporté par des bateaux. Il n'y a pas vraiment d'enjeu au niveau national. Il y a que l'OCP aujourd'hui au Maroc qui, on va dire, consomme et importe de l'ammonia, mais qui n'est pas vert, qui est grey c'est-à-dire gris, qui est produit à partir de ressources fossiles. Donc le marché qui s'ouvre, c'est plutôt l'export. Et donc là, il y a une configuration on va dire, internationale qui est assez intéressante, mais qui n'est pas très claire encore, parce que pour que cette ammonia vert qui est issue de l'hydrogène vert soit compétitif, il faut qu'il y ait des subventions au niveau, par exemple, de l'Union européenne qui va favoriser l'import d'ammonia vert plutôt que de l'ammonia gris, qui va venir de ressources renouvelables. Et on va dire que les investisseurs comme nous, et il y en a d'autres aussi à travers le monde, il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui au Chili, en Australie, en Arabie Saoudite, qui misent sur cette technologie-là, si vous voulez, font le pari que dans les prochaines années, si vous voulez, il y aura des subventions et des encouragements pour consommer vert et plus gris, entre guillemets. Très bien. Dernière question sur l'export de l'électricité verte. Quelle faisabilité aujourd'hui, Mondir Znebor? Écoutez, je peux vous faire une confidence. Quand j'ai démarré Gaïa en 2009, mon premier projet, c'était d'exporter de l'électricité en Espagne. Donc, c'était ma première feuille de route. J'ai eu cette vision très, très tôt. Et à l'époque, on m'a bien fait comprendre que c'était pas possible à tous les niveaux. Mais j'ai gardé le cap. Donc aujourd'hui, je ne peux pas trop en parler sur les projets, mais on a plusieurs solutions sur lesquelles on est en train de travailler de façon très sérieuse pour pouvoir exporter des électrons verts en Europe. Et ce sont des projets, selon vous, réalisables et surtout finançables? Oui, tout à fait. Sinon, on ne serait pas en train de travailler dessus. D'ailleurs, on a levé du financement pour ça. Et de toute façon, la configuration géopolitique internationale favorise cette vision-là. Et je pense que le Maroc a une carte à jouer qui est importante. Maintenant, si vous voulez, la différence, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand ce sont des initiatives politiques qui sont purement politiques, ça prend beaucoup de temps et souvent, ça n'aboutit pas. Je vais donner l'exemple de Desertec, qui était une des premières initiatives politiques dans ce sens-là. À l'époque, donc il y a 13-14 ans, on faisait des présentations en disant voilà, qu'un petit carré dans le désert au Maroc de quelques millions d'hectares pourrait alimenter X% de l'électricité en Europe. Donc effectivement, en théorie, c'était séduisant. Mais dès qu'on rentrait dans la partie technique, foncière, électrique, etc., ça commençait à se compliquer. Et tant que ça reste politique, en fait, on voit que les projets ne démarrent pas. Je vais donner l'exemple aussi de l'initiative MedGrid, qui a été lancée par Nicolas Sarkozy à l'époque, qui était président de l'Union pour la Méditerranée, qui avait pour objectif de lier le sud de l'Europe au nord de l'Afrique en termes d'interconnexion électrique. Ce qui était visionnaire à l'époque. Mais pareil, quand ça reste au niveau politique, on voit que cette initiative, elle a eu lieu il y a 10 ans. Et 10 ans après, rien s'est passé. Il n'y a rien qui s'est vraiment fait à ce niveau-là. Nous sommes très peu interconnectés avec l'Europe. Nous avons juste 2 câbles sous-marins entre le Maroc et l'Espagne. Et on ne peut pas vraiment entrevoir d'exporter beaucoup. Et on ne peut pas toucher les autres pays de l'Europe. Donc, je pense que la solution, elle vient du secteur privé. Il faut que des sociétés du secteur privé sérieuses, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on travaille avec des partenaires en Europe qui sont des partenaires de premier plan,
il faut qu'il y ait des initiatives privées sérieuses qui vont pousser ces idées-là et cette vision-là. Par qui devraient-elles être agencées, avancées, ces initiatives privées? Par des sociétés de développement dans le secteur de l'énergie, comme nous et comme d'autres. Je veux dire, qui vont prendre le risque, oser et pousser la vision. Je ne vois pas d'autre solution, sinon on va rester encore bloqué pendant des dizaines d'années. Absolument. Une dernière question, après je vous libère, Mounder Zneiber. Je sais que vous avez un agenda très chargé. Cet enjeu de transfert de technologie, aujourd'hui, est-ce qu'il est concret? Parce que on l'a vécu sur d'autres secteurs clés de notre économie, mais on ne le ressent pas réellement. Et surtout, le savoir-faire à travers la ressource qui sont les femmes et les hommes au Maroc. Comment cela peut-il être concrétisé sur le terrain? Le constat qu'on peut faire sur le développement du Maroc d'une façon générale, l'aspect positif, c'est que le Maroc a très bien développé ses infrastructures. Cela est reconnu au niveau international. Nos infrastructures comme les ports de Tangimed, les autoroutes, on peut voir Autoroute du Maroc, qui est une société aussi, je veux dire, qui a fait un travail remarquable. Le Maroc s'est doté d'infrastructures, on va dire, de premier plan et à un niveau, au meilleur niveau international. Le hic dans tout ça, c'est que nous avons un peu délaissé le facteur humain. Parce que c'est bien sympa de construire des murs, de construire des belles infrastructures, mais après, c'est l'humain qui fait la différence, on va dire. Quand on prend le modèle d'Israël, c'est un peu l'inverse. Les Israéliens misent sur la compétence humaine, en premier lieu. D'ailleurs, encore, je vais vous faire une autre confidence. Mes partenaires, parce qu'on a commencé cette relation il y a 1 an et demi, il y a eu 1 an et demi de négociations, de due diligence, d'échanges et on va dire de négociations. Une des premières choses qu'ils m'ont dit quand on a commencé à travailler ensemble, ils m'ont dit, écoutez, Gaïa, c'est génial, Gaïa est connu au niveau international, vous faites du super boulot, mais nous, on mise sur vous, Moundir, parce qu'on croit en vous. Et ça m'a beaucoup surpris. C'est la première fois, et je fais du business international depuis 12 ans, Gaïa a signé des joint ventures avec une multitude de multinationales dans l'énergie. C'est la première fois que j'entendais ce discours. Et en y pensant, je me dis, c'est vrai en fait, c'est l'humain, parce que si on enlève l'entrepreneur du centre, on perd l'âme, on perd la créativité, on perd l'innovation. Et donc, eux, ils ont compris que l'homme était au centre, était au centre de l'innovation, de la créativité et de la création de valeur. Et c'est comme ça que vous voyez en Israël des startups qui commencent avec un jeune entrepreneur de 20 ans qui a une bonne idée, qu'on encourage et qui se transforme en une multinationale à plusieurs milliards de dollars. Il y en a plein des exemples comme ça chez eux. Donc oui, donc ce transfert de technologie, je pense que il est en train d'avoir lieu. Nous, on travaille dessus avec plusieurs boîtes israéliennes dans le domaine de l'énergie, du stockage et des énergies renouvelables pour amener des technologies israéliennes au Maroc. Donc il y a vraiment quelque chose à faire et je pense que la porte est ouverte. Après, moi, j'encourage les entrepreneurs marocains aussi si vous voulez, à lever le pas et à oser aussi. Parce qu'on a un problème au Maroc, on brime l'entrepreneuriat, on ne l'encourage pas. Donc quand vous voyez notre jeunesse, moi je donne quelquefois des conférences dans les grandes écoles d'ingénieurs, je suis surpris de voir à quel point il n'y a pas d'initiative entrepreneuriale. Les jeunes ne sont pas éduqués à entreprendre, si vous voulez. Donc il y a aussi ça à apporter, il faut encourager nos jeunes à porter leurs idées, à encourager leur créativité, leurs rêves, et ça manque beaucoup. Donc, ça vient aussi de là. Il faut que la jeunesse marocaine aussi ose le rêve de l'entrepreneuriat. Le rêve de l'entrepreneuriat, encore faut-il qu'elle le réalise et qu'elle ose ici le faire au Maroc, mais pas ailleurs. Merci beaucoup, Mounder Zneiber. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, c'est un plaisir. Notre émission se poursuit avec vous, Jamal Belharache. Alors, beaucoup de points ont été évoqués par Mounder Zneiber. Moi, je veux rester sur cette question de transfert de savoir-faire. C'est un peu votre dada, n'est-ce pas, tout ce qui est relatif à la formation, à l'organisation même des entreprises. Aujourd'hui, le secteur privé a un rôle à jouer. Comment ? Parce qu'il y a bien sûr des forums qui sont organisés, il y a des symposiums qui sont organisés, mais comment mettre ça sur le concret, le pragmatique pour qu'on puisse commencer à récolter les fruits de cette labeur dans les années à venir, pour qu'on ne tombe pas dans certains couacs que nous avons connus avec d'autres partenaires, notamment pour ne citer que certains partenaires africains.
Écoutez, je pense que d'abord, il faut comprendre que ce transfert de savoir-faire ou de technologie doit se faire dans l'ordre. La première phase, c'est d'abord apprendre à se connaître et apprendre à travailler ensemble. Oui. Il y a des cultures différentes de travail. Il y a un sens de l'efficacité qui n'est pas le même chez nous que de l'autre côté. Nos amis israéliens ne vont pas venir ici pour faire du tourisme. Ils vont venir pour travailler. Et justement, comme je vous l'ai dit, il y a un désir de Maroc, il y a un vrai désir d'aider le Maroc là où il peut améliorer un certain nombre de choses. Par rapport à ce que disait Moundir et votre question aussi tout à l'heure, je pense qu'il faut comprendre aussi qu'Israël est un pays jeune. D'où l'idée que l'éducation a été la focale essentielle de nos amis israéliens. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 7000 startups qui représentent 15% du PIB. Donc ça veut dire qu'il y a un écosystème qui a été mis en place pour accompagner l'économie nationale à travers la recherche, le développement et l'innovation. Donc il y a des budgets qui ont été mis. Donc aujourd'hui, ce transfert, pour qu'il puisse se faire dans les meilleures conditions et éviter les erreurs du passé, il faut que nous-mêmes, ici, nous préparions le réceptacle pour cela. D'accord ? Et le rôle de la Chambre de commerce comme la nôtre aujourd'hui, c'est justement d'être à l'écoute de ces différences culturelles et d'accompagner les acteurs, en tout cas nos adhérents, et plus largement faire un peu d'influence pour qu'on crée aussi cet écosystème, notamment à travers notre jeunesse. Je pense que Sa Majesté, en signant ces accords d'Abraham, a donné un élan juste incroyable, mais je crois qu'on ne mesure pas encore les impacts. Mais c'est juste fabuleux ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que notre jeunesse va commencer à comprendre qu'elle a un rôle important à jouer dans le futur parce qu'elle va pouvoir elle-même innover. On a un début d'écosystème dans l'innovation, etc. Mais il va falloir l'accélérer. Et donc, quand un gouvernement comme le nôtre annonce aujourd'hui une croissance et des emplois, ben ça va être un outil pour aider cette croissance et ces emplois. Donc ça va être important. Mais, il y a un mais. Il faut qu'on soit en capacité de travailler tous ensemble, donc se fédérer. Parce que nos amis israéliens ne comprendraient pas d'avoir 36 interlocuteurs. C'est pour ça que j'ai dit les symposiums, les forums, etc. C'est pour ça qu'il faut aussi parler vrai. C'est-à-dire que c'est une réalité. Donc aujourd'hui, nous, au Maroc, on doit mettre en face de nos amis israéliens les meilleurs acteurs, sans tenir compte des accointances des uns et des autres, mais les meilleurs dans leur secteur, parce qu'ils veulent avancer vite. Et aujourd'hui, est-ce que c'est une peut-être des solutions ou peut-être des alternatives, ce serait de mettre en avant ces success stories comme celle de Gaïa Energy, par exemple? Mais bien évidemment, l'AJV qui vient d'être signé par Gaïa Energy, c'est le début d'une histoire. C'est pour ça que, encore une fois, et pour revenir à votre question, le rôle de la Chambre, il faut savoir que notre Chambre a une chambre sœur en Israël, qui est la Chambre de commerce Israël-Maroc. On les a rencontrés et on est complètement en phase là-dessus. Et plus tôt et plus vite on mettra en avant les success stories, les signatures qui vont se faire et de suivre leurs pas. C'est le rôle de la Chambre de commerce, justement, d'accompagner et de suivre. Et le rôle de notre forum, encore une fois, au mois de mai, ça va être justement de sortir avec du concret et du pragmatisme. L'autre point, c'est la partie formation dont vous avez parlé. C'est un pays jeune, mais c'est un pays aussi qui, économiquement, même s'il y a une croissance intéressante de l'ordre de 6 à 7 points, ils ont aussi un déficit de main-d'œuvre importante. Donc, ils vont vouloir puiser dans le gisement de la jeunesse marocaine. Et c'est une opportunité extraordinaire pour notre jeunesse que d'aller vivre des expériences là-bas et ensuite peut-être de revenir, d'envoyer des devises, etc. Donc, c'est un partenariat win-win, mais il ne faut pas qu'on puisse croire qu'éventuellement, ça va se faire du jour au lendemain. Il y a d'abord, encore une fois, une dimension culturelle, d'où le fait que nous ayons, nous, rencontré le ministre de la Culture la semaine dernière et la ministre de l'Économie, parce qu'on est les deux. Parce que si on ne sait pas se parler, si on ne sait pas se comprendre, on aura du mal à développer des affaires ensemble. C'est ce qui s'est passé un peu avec certains pays africains. Bien évidemment, on est allé avec une posture haute en Afrique. Or, aujourd'hui, il faut faire preuve d'humilité. D'accord ? Les uns comme les autres. Aujourd'hui, il faut tenir, encore une fois, du fait que nos amis israéliens ont un vrai désir de Maroc. Je le dis, je le répète, parce qu'on l'a mesuré, on l'a senti pendant ce séjour. De l'autre côté, au niveau du Maroc, on a un désir de transfert économique. C'est très bien, mais il va falloir qu'on lie les deux. Et aujourd'hui, la croissance marocaine dont on a besoin, je rappelle que le nouveau modèle de développement a annoncé une croissance nécessaire de 6 à 7% sur 10 ans. On est mal parti en 2022 pour avoir 6 à 7%. Pour l'avoir, il faut accélérer la créativité, l'innovation et la recherche et le développement pour pouvoir y arriver. Ce n'est pas les secteurs classiques, d'accord ? Mais pour y arriver, il faut qu'ensemble avec nos amis israéliens, on se dise la feuille de route concrète et on se donne un échéancier. Et le rôle de la Chambre de commerce aujourd'hui, qui est la nôtre, c'est vraiment d'être
à l'origine de ces rencontres et de ces signatures de contrats et de ces JV. Et c'est pourquoi il y a eu première étape avec le symposium d'aujourd'hui et de demain et le forum. Et il y a d'autres initiatives sur lesquelles nous travaillons avec notre chambre homologue qui est de l'autre côté, mais y compris avec le patronat israélien. Alors, on parle d'industrie avant de parler de commerce. Donc, est-ce qu'on se dirigerait vers la création de zones industrielles, Jamal Belharoch? Si oui, quid de la formation des gens qui vont y travailler? Écoutez, là, vous posez une question très intéressante parce qu'il y a un sujet, il y a un concept qui s'appelle le quiz, c'est-à-dire les Qualified Industrial Zones. C'est-à-dire que ce sont des zones qui existent en Égypte et en Jordanie les entreprises qu'il y a à l'intérieur de ces zones, lorsqu'elles produisent des produits où il y a à peu près 10% d'intrants israéliens, elles bénéficient de 0 droit de douane pour exporter aux États-Unis. Vous savez ce que ça engendre comme emploi? Si on fait ça au Maroc, c'est plus de 500 000 emplois. 500 000 emplois. C'est calculé par rapport à ce qui se fait en Jordanie. C'est des études qui ont été faites aussi bien par l'expérience de nos amis jordaniens et égyptiens. Et nous, aujourd'hui, si on prend les secteurs comme le textile ou l'industrie ou l'agroalimentaire ou l'agro-industrie, ça veut dire que si on crée ces quiz au Maroc, demain, c'est 500 000 emplois à minima. Donc ça veut dire que le secteur industriel est aussi un porteur de création d'emplois demain. Parce qu'encore une fois, tout ça, ça sert à quoi? C'est qu'on doit répondre à la question fondamentale, qui est celle, comment on crée de l'emploi au Maroc aujourd'hui? Et de la richesse. Et pour notre jeunesse. Oui, mais pour créer de la richesse, il faut qu'on ait des entreprises compétitives, qu'elles aient de la recherche et de l'innovation en permanence dans leur mindset, et que derrière, elles intègrent des jeunes pour avoir de l'emploi. Et là, on crée de la valeur. Et la création de la valeur, ça veut dire des nouveaux emplois pour demain. C'est ça. Donc, est-ce que ça a été discuté avec les homologues israéliens? Ça n'a pas été discuté, c'était le cœur de notre déplacement la semaine dernière en Israël et à Jérusalem, en Israël, donc à Tel Aviv, avec les opérateurs économiques et avec la ministre de l'économie et le ministre de la culture, donc au niveau de Jérusalem. On est complètement alignés sur cette problématique. C'est d'abord comment on crée de l'emploi et après on discute autour de ce qui se passe. Donc nous, on a une responsabilité, c'est de vulgariser cette problématique, cette relation avec nos amis israéliens, d'accompagner et d'influencer les politiques publiques, parce qu'elles sont fondamentales. Aujourd'hui, encore une fois, notre gouvernement a une feuille de route, créer de l'emploi, créer de la croissance, bien évidemment. Et encore une fois, créer de la croissance, ça ne se décrète pas. Ce sont les entreprises qui créent de la croissance. Pour qu'elles le créent, il faut qu'elles aient des marchés. Pour qu'elles aient des marchés, il faut qu'elles soient compétitives. Pour qu'elles soient compétitives, il faut que derrière, le costing, etc., soit suffisamment impactant et intéressant. Donc, il faut avoir de nouveaux partenaires, de nouvelles voies de sourcing d'intrants et que ces intrants soient compétitifs. Et là, on créera de l'emploi. Donc, encore une fois, ces accords d'Abraham ont initié quelque chose d'exceptionnel. Il faut juste que l'ensemble de l'écosystème marocain prenne conscience que nous sommes à l'aube de quelque chose qui est juste incroyable, mais on doit faire l'effort d'apprendre à travailler avec nos vis-à-vis israéliens. Et plus vite ça sera fait, plus vite il y aura le transfert de technologie et de savoir, et plus vite on créera de l'emploi pour le Maroc. Alors justement, c'est l'un des objectifs du Forum d'investissement Maroc-Israël. Alors parlez-nous davantage de cela, même juste du concret, c'est-à-dire vous avez parlé de centaines de personnalités qui seront présentes lors de ce rendez-vous premier du genre, et surtout parce que ces derniers temps, beaucoup de forums sont un peu montrés du doigt, comme quoi c'était que du blabla et qu'on n'en sortait pas avec du concret. Qu'est-ce qui différencie ce forum? D'abord parce que c'est le premier forum business avec Maroc-Israël. Il y a déjà eu un forum business avec la CGEM. Ça, c'est le patronat. Les deux patronats sont. Il y a eu un webinar, je crois. Il y a eu un webinar pendant le confinement, la connexion. Donc voilà. Oui. Nous, c'est le premier forum en présentiel. Et ce n'est pas du blabla. Il est en 3 phases. La première journée, c'est, entre guillemets, on va faire venir 100, non pas 100 personnalités, mais 100 entreprises israéliennes. D'accord? Parce que ce n'est pas le but de venir faire du blabla avec les personnalités. C'est d'abord les entreprises. Donc beaucoup de secteurs. Tous les secteurs, c'est-à-dire notamment l'agriculture, la technologie, tout ce qui est secteur innovatif, l'industrie, les services, le pharmaceutique, etc. Donc tous les secteurs qui sont intéressants pour le Maroc, mais aussi pour nos amis israéliens, seront présents. Okay? On a une grande journée de rencontres en B2B entre les acteurs économiques eux-mêmes pour savoir comment ils vont travailler ensemble. À la fin de cette deuxième journée, on va signer normalement des accords entre les entreprises pour mettre en perspective concrètement ce que c'est en termes d'emploi et en termes de croissance pour le Maroc. Et enfin, on aura une matinée, celle du vendredi, qui va être dédiée à l'innovation et à la recherche et le développement, au secteur, au bénéfice du développement du Maroc et de nos amis israéliens. Et c'est là où on abordera également le transfert de savoir-faire. Et quels sont les grands players marocains, justement, qui y seront représentés? Non, à ce jour, ce sont les locomotives
Quand on parle d'innovation, ce sont les locomotives On va faire venir les principaux acteurs aujourd'hui qui sont d'abord dans l'innovation. On va faire venir tout l'écosystème du digital aujourd'hui au niveau du Maroc, qui font de l'agri-tech, qui font du medtech, etc. Oui. C'est important parce que c'est justement pour donner cet élan comme quoi le Maroc va s'installer durablement dans l'innovation. Parce que si on n'est pas là-dedans, on ne peut pas être en 2022 et faire de l'économie du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il faut qu'on vive avec notre temps. Le temps, c'est le temps de l'innovation à travers la technologie, parce qu'il y a des technologies incroyables qui sont en train d'arriver, qui révolutionnent. L'intelligence artificielle, la blockchain notamment, le big data. Parce que dans la médecine, par exemple, le big data va être incroyable. C'est incroyable ce qu'on pourra faire en termes de diagnostic, etc. Donc, nos amis israéliens sont très, très, très en avance là-dessus. Tout ce qui est sécurité et cybersécurité. Donc là aussi, nos amis israéliens ont un savoir-faire qu'ils vont aussi transférer au Maroc. Donc, on a un forum ici qui est très concret, très pragmatique, mais avec des entreprises israéliennes qu'on a déjà visitées la semaine dernière et qui sont déjà en train de dire quand est-ce qu'on vient, quand est-ce qu'on s'inscrit, etc., etc. Donc, on est très optimiste sur ce forum. Et le même forum aura lieu l'année prochaine en Israël. Très bien. Alors, l'annonce a été faite par la ministre de l'économie israélienne pendant sa visite au Maroc. Alors, Mme Barbivaï avait évoqué ce chiffre de porter les échanges commerciaux à un demi-milliard de dollars d'ici, elle n'a pas précisé en tout cas l'échéance, mais en tout cas comment stimuler les échanges commerciaux entre le Maroc et Israël, en sachant que bien sûr Israël reste un petit marché. Est-ce que les producteurs marocains s'alignent avec certaines règles, n'est-ce pas, des pratiques juives en l'occurrence, notamment dans l'agroalimentaire, et comment se positionner là-dessus? Écoutez, encore une fois, le chiffre qui a été donné est un chiffre qui n'est pas très ambitieux. Il est faisable. Parce que bon, aujourd'hui, il y avait déjà des échanges économiques qui se faisaient indirectement avec le Maroc, indirectement, etc. Donc je pense qu'encore une fois, pour pouvoir accélérer ça, comme je vous l'ai dit, on doit apprendre à se connaître mieux. Donc les gens doivent aller sur place. On ne connaît pas Israël si on n'est pas allé en Israël. D'accord ? Ce n'est pas à travers les bouquins ou les capsules YouTube. Il faut aller physiquement. C'est ce que nous avons fait, nous, la semaine dernière. Première étape. Deuxième étape, c'est effectivement la compétitivité des produits marocains, entre guillemets, pour pouvoir favoriser en tout cas notre exportation. Mais pour les favoriser ça veut dire que les textes réglementaires doivent aussi être agiles. Parce qu'encore une fois, il y a aussi de l'agilité au niveau... Des deux côtés, hein. Bien évidemment. Donc, le gouvernement israélien travaille là-dessus. Voilà. Mais justement, c'est pour ça que, comme disait quelqu'un, il dit, vous les Marocains, vous avez le temps et nous, on a l'horloge. Donc ça veut dire qu'il faut que nous, on apprenne à aller vite, même si on a le temps. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas décourager les investisseurs israéliens, comme on ne doit pas décourager les exportateurs marocains. Donc très vite aujourd'hui, avec des gens comme la SMEX et d'autres structures, nous aussi, on va approfondir la question, notamment au forum. On a un atelier qui va s'occuper un petit peu de la réflexion au niveau du cadre réglementaire pour pouvoir accélérer justement ces échanges. On en a besoin parce que qui dit exportation vers Israël, bien évidemment, il va y avoir de l'importation. Il faut que le delta soit positif pour le Maroc, pas comme tous les accords. Parce qu'il y a aussi un accord qui est prévu de free market entre Israël et le Maroc, mais cette fois-ci, il faudra qu'on soit vigilant pour qu'il soit intéressant pour notre pays en termes de croissance, mais aussi en termes de création d'emplois et de transfert de savoir-faire. Et d'investissement. Bien évidemment. Parce que c'est là où le bas blesse avec les autres accords de libre-échange qui ont été signés avec d'autres pays. Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, l'investissement au Maroc, encore une fois, est toujours porté par le public à 60%. Il y a 35-40% qui est le privé. Et encore. Et donc, je crois que le gouvernement a envie aujourd'hui d'inverser la tendance. Et c'est heureux dès lors que le fonds d'investissement qui est prévu aujourd'hui des 45 milliards soit mis en place, etc. etc. Donc, en fait, si vous permettez, notre problème aujourd'hui au Maroc, c'est qu'on croit qu'on a du temps, mais on n'a plus de temps. Parce qu'encore une fois, il y a une jeunesse, on a un dividende démographique qui est important, qui attend d'avoir un emploi, d'avoir une formation. Il faut qu'on lui réponde. Mais pour ça, il faut que l'ensemble des acteurs de l'écosystème jouent le jeu. Et on ne créera pas de la croissance uniquement par de la parole ou par de la vidéo, par des voyages ou par des forums. Il faut du concret parce que notre jeunesse attend ça impérativement. Et je pense que grâce à ces accords d'Abraham aujourd'hui, cette relation va nous permettre d'aller encore plus loin. Parce que pour nos amis israéliens, le Maroc les intéresse bien évidemment. Mais le Maroc, en tant que gateway, en tant que porte vers l'Afrique, les intéresse autant. Et ils passeront par nous parce que nous avons une histoire aussi commune avec l'Afrique. Et on est censé savoir mieux pénétrer les marchés africains, bien que nous ayons fait quelques erreurs ces dernières années.
Mais aujourd'hui, il y aura certainement des JV pour attaquer le marché africain au niveau continental avec des amis israéliens. Comment accorder les violons? Juste pour terminer, Jamal Belhaj. Comment accorder les violons? Comment accorder les violons déjà de notre côté marocain? Comment accorder les violons de tous ces acteurs de cet écosystème, si on peut parler ainsi, mais j'ai envie de dire du secteur privé, que le secteur privé ne soit qu'un. Écoutez, on rentre dans le monde, on est en 2022. Nous rentrons dans une année, dans des années futures, qui est que c'est l'incertitude qui commande l'économie mondiale. D'accord? Dans le cadre de cette incertitude, si on ne fait pas preuve d'intelligence collective pour réussir ensemble, on n'y arrivera pas, ni au Maroc, ni ailleurs. Aujourd'hui, comme vous le dites très bien aujourd'hui, c'est qu'au Maroc, on a vraiment besoin de faire beaucoup d'efforts pour apprendre à travailler ensemble et à accorder ces violons. Pour accorder des violons, il faut être d'abord prêt à vouloir en jouer du violon. C'est-à-dire, au lieu de se dire, mais c'est vrai finalement, on a une urgence. L'urgence, c'est l'emploi. Donc pour pouvoir y arriver, il faut qu'on travaille ensemble en interne ici et ensuite montrer cette façade de solidarité à l'externe pour qu'on soit crédible. Sinon, on n'est pas crédible. C'est ça. Sinon, on n'est pas crédible. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour gérer cette crédibilité-là aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, pour reprendre votre terme. Mais c'est notre responsabilité face à la nation, face au pays. Si on n'y arrive pas, on aura failli. Et on n'a pas le droit de faillir, parce qu'encore une fois, Sa Majesté nous a donné une opportunité juste incroyable. Si on rate ça, on n'aura qu'à nous apprendre à nous-mêmes. Très bien. Dernier message pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise qui nous regardent et qui peut-être aspirent à faire du business avec nos chers homologues israéliens. Quel conseil leur donneriez-vous? Déjà, le process pour y aller. Vraiment, le conseil est très simple, c'est n'hésitez pas à aller à rencontrer des gens. D'ailleurs, la Chambre de commerce, à travers la Chambre de commerce. D'ailleurs, en octobre, nous organisons une grande délégation pour amener des chefs d'entreprise là-bas pour qu'ils rencontrent leurs homologues. Quelle que soit la taille de l'entreprise. Quelle que soit la taille, parce que, encore une fois, la première chose, c'est comment se rencontrer, comment se parler. Je vous l'ai dit, moi, je suis revenu transformé parce que j'ai vu des gens, exprimer leur patriotisme, leur marocanité incroyable, alors que pour la plupart d'entre eux n'ont jamais vu le Maroc. Donc, ils ont un désir de Maroc. Ça, c'est la première phase. Ensuite, c'est d'être ouvert à tous les champs d'opportunités. Ne pas rester figé sur un domaine particulier. Parce qu'au contraire, c'est comme ça qu'on créera du business ensemble. Et une fois qu'on a fait ça, inviter nos amis israéliens à venir et créer des relations entre hommes et femmes, parce qu'in fine, nous avons une histoire commune. Oui. Nous sommes des cousins, comme on dit aujourd'hui, et il faut assumer cette notion de famille sur laquelle, quand on est en famille, on peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais on doit apprendre à voir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'avenir de la croissance du Maroc. Merci beaucoup, Jamal Belhaj, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie Maroc-Israël. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.